Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la série télé Lord of the Rings, Ring of Powers, qui est sortie sur Amazon Prime en 2022. On est en 2023, donc l'année dernière. Une vidéo que je voulais absolument faire parce qu'on a regardé la série avec ma conjointe, qu'on a vraiment beaucoup aimé. C'était une série qu'on s'était dit au départ qu'on n'allait peut-être pas regarder étant donné qu'il y avait énormément de gens qui critiquaient la série, qui disaient qu'ils étaient déçus, qu'il y avait énormément de longueur au travers de la série, que c'était très mal designé au niveau du scénario et autres, et du visuel. Et nous, c'était en fait tout le contraire. Quand on l'a vu, on a vraiment beaucoup apprécié cette série-là. J'ai attendu aussi parce qu'Amazon Prime avait décidé de sortir un épisode par semaine, ce que je trouve complètement con pour les plateformes de streaming. Plateformes de streaming, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'est plus en train de regarder la télé des années 80. On peut regarder une série au complet, comme par exemple sur Netflix. On peut binge-watcher, comme on dit, et là, il fallait attendre. Alors moi, j'ai préféré attendre que tous les épisodes soient sortis, parce que si jamais ça m'intéressait, la série m'intéressait, je voulais pas attendre une semaine pour regarder l'épisode d'après. Donc, on va pouvoir parler de ça en détail, cette série-là. Alors, évidemment, je vais commencer comme d'habitude, d'abord pour parler un petit peu, faire une petite présentation comme ça, sommaire de la série. Présentation de ce qui se passe au niveau de l'histoire et qu'est-ce que j'en ai pensé, la manière dont l'histoire a été développée et finalement, en arrière de ça, comment la série a pu se faire, donc un petit peu les coulisses en arrière au niveau de la production. On commence ça tout de suite. Alors, on y va pour la série en tant que telle, The Lord of the Rings, The Ring of Power. C'est 6,9 sur 10 sur IMDb. C'est comme je disais en introduction de vidéo, il y a pas mal de monde qui n'ont pas nécessairement apprécié cette série-là. Ce que je trouve regrettable parce que je pense que ce ne sont pas pour des bonnes raisons. D'un point de vue cinématographique, visuel et scénaristique, je pense que c'est quand même quelque chose de très abouti. C'est développé par Patrick McKay et John D. Payne. Alors, eux, si tu veux savoir, pour commencer immédiatement par rapport à la petite anecdote par rapport à ces deux créateurs, c'est que si tu regardes sur leur IMDb, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. C'est des gars qui ont l'air d'arriver de nulle part. Mais en fait, c'était des ghostwriters, ce qu'on appelle des ghostwriters. Donc ça a été des gars qui ont commencé leur carrière, j'ai failli commencer ma carrière comme ça d'ailleurs moi aussi, comme ghostwriter sur Star Trek Beyond, qui était sorti en 2016 de Justin Lin, qui était donc le troisième Star Trek. Il y avait eu un premier Star Trek en 2009, un deuxième Star Trek en 2013, Into Darkness, et ce troisième Star Trek là, qui est le dernier en date, il n'y en a pas eu depuis, avec les mêmes acteurs. Donc eux, en fait, ce qui sont passés, ghostwriters, c'est que comment ça fonctionne, parce que je suis passé par là, je sais comment c'est qu'on te contacte, on te demande, moyennant finance, de l'argent qu'on va te donner directement dans ton compte en banque, d'écrire un scénario. C'est là où le bas blesse, parce que il faut vraiment que tu aies un accord avec eux de recevoir une partie d'argent avant, un pourcentage, une partie après, sinon tu risques de donner ton scénario et de te le faire tout simplement piquer. Et ghostwriter, ça veut dire que ton nom ne figurera nulle part, c'est-à-dire que ça va être un autre scénariste. Pour celui-là, d'ailleurs, c'est Simon Pegg, qui est aussi acteur. Son nom apparaît en tant que scénariste, mais en fait, il n'a strictement rien écrit. C'est ces deux créateurs-là, Patrick McKay et John D. Payne, qui ont écrit le scénario de Star Trek. Simon Pegg appose son nom, donc il y a un accord financier comme je l'ai dit, et après ça, lui, comme il a son nom en tant que scénariste dans les lois audiovisuelles, tu vas toucher ce qu'on appelle des royalties à chaque fois, donc un pourcentage, à chaque fois que le film est diffusé quelque part, y compris si c'est pas dans sa langue originelle. Ce que les ghostwriters ne toucheront pas. Donc, c'est là-dessus où, si tu veux, c'est un petit peu compliqué quand tu es ghostwriter parce que tu crées réellement quelque chose sur lequel tu n'as plus aucun droit de visu après et tu n'as aucun, comment dire, apport financier par rapport à ce droit-là et c'est quelqu'un d'autre qui prend le mérite à ta place. Mais c'est légal, il y a des contrats qui signent, c'est faisable, et eux, c'est comme ça qu'ils ont commencé leur carrière. Donc, on les a finalement contactés pour pouvoir écrire cette série-là dans The Ring of Power. Tu verras à la fin de la vidéo que c'est un petit peu plus compliqué comment les droits, etc. ont été acquis par Amazon. Dans cette série-là, il n'y a pas énormément d'acteurs qui sont connus, en fait, au bataillon, à part celle qui joue Galadriel,
qui est Mafid Clark, je pense. Je me souviens plus exactement de son nom, c'est un petit peu compliqué pour moi, désolé, mais c'est une actrice suédoise que tu as déjà vue auparavant, qui est pas blonde, puisqu'elle joue Galadriel dans la série, mais elle est pas blonde, elle est plus rousse, et du coup tu l'as déjà vue auparavant dans d'autres films et dans d'autres séries télé américaines, parce qu'elle a pas mal percé, je te dirais, aux États-Unis. Charlie Vickers, Ismael Cruz Cordova, notamment, font partie des acteurs de cette série-là. Je ne citerai pas les autres parce que ce ne sont vraiment pas des acteurs qui sont connus. En tout cas pour nous. La plupart de ces acteurs-là, d'ailleurs, ne sont pas connus sur la scène internationale pour la simple et bonne raison qu'ils viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Donc c'est des acteurs qui sont connus là-bas, mais pas ici, parce que la série a été tournée à 80% en Nouvelle-Zélande, comme ça avait été le cas avec Peter Jackson, à savoir que la saison 2, à l'heure actuelle, a débuté en Nouvelle-Zélande, mais en fait 80% de la saison 2 est tournée au Royaume-Uni. La production vient de terminer, on va en reparler après. C'est 8 épisodes de 1 heure chacun, c'est des épisodes qui sont très prenants, donc vraiment je te conseille que si jamais tu es pris dans la série, de binge-watcher ça comme moi j'ai fait sur un petit peu plus qu'un week-end, quoi. Alors l'histoire en tant que telle, c'est une histoire qui m'a énormément plu. Moi, je n'ai absolument pas lu les livres, donc quand j'avais vu Le Seigneur des Anneaux, quand j'avais vu Le Hobbit, les 2 autres trilogies, y compris cette série-là, j'ai toujours pas lu les livres et je sais pas si je vais les lire un jour, honnêtement. Donc c'est certain que je pouvais pas nécessairement me baser sur le matériel littéraire pour voir si c'était respecté. Par contre, j'ai fait confiance à ma conjointe qui, elle, adorait cette littérature et a pas mal tout lu sur le sujet, et elle a apprécié la série au point tel que même elle a regardé une 2e fois juste après la série télé parce qu'elle trouvait ça vraiment bien, et il y a réellement, si tu veux, un rapport au niveau de l'histoire qui est très intéressante. Alors cette histoire-là, c'est une histoire qui n'est pas nécessairement racontée dans les livres. On va revenir après sur les droits d'auteur et par rapport à l'estate Tolkien, mais c'est réellement en fait une adaptation de l'histoire qui aurait pu avoir lieu et une créativité qui se repose, si tu veux, sur des bases sur lesquelles Tolkien Estate veut absolument qu'il reste. Donc on parle ici par exemple du 2e âge, c'est là que se passe l'histoire, donc 3441 ans je pense à peu près, le 2e âge il est au total, et la durée du 2e âge, et ça a pu être condensé par les créateurs avec l'accord du Tolkien Estate, de faire en sorte du coup que des personnages qui se seraient pas rencontrés puissent se rencontrer dans cette narration-là. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle réellement d'un univers qui a été, comment dire, un univers qui a été cité par Tolkien, mais qui n'a pas été explicité par Tolkien nécessairement, pas tout, dans ses ouvrages. Donc c'est réellement une préquelle, cette histoire-là, que tu vas avoir un petit peu, si tu veux, à tout ce qui se passe au niveau du Seigneur des Anneaux, à peu près à cette période-là. Donc, on parle de l'avènement de Sauron, de l'avènement du Mordor, on parle d'un Sauron qui est assez intéressant parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'avait expliqué ma conjointe, que c'est une sorte de dieu quand même, à la base, ce gars-là, ou demi-dieu, je ne sais plus exactement. C'est quelqu'un de quand même très fort, c'est ça que je veux dire. Et qui est, dans cette période-là, il était un gars qui travaillait pour un autre gars très puissant qui s'appelait Morgoth. Il a créé les elfes noirs et tout ce genre de choses-là, les Uruk-hai, tout ça, qui vont venir après, si tu veux, mais qui est la base de tout ce qui va pouvoir en découler. Et Sauron est un petit peu quelqu'un qui a soif de pouvoir, une sorte de junkie du pouvoir, mais quand on commence la série, il a disparu pendant vraiment longtemps, parce qu'en fait, il est un petit peu, quelque part, repenti, entre guillemets, il sait pas trop où est-ce qu'il en est, il réfléchit, et il sait pas s'il veut continuer à faire ce que Morgoth avait entrepris à la base, si c'est nécessaire dans sa planification, si c'est ça qu'il veut, il n'en a strictement aucune idée. Donc on est un petit peu, si tu veux, dans ce domaine-là, dans cette situation-là au niveau de l'histoire, et on a une Galadriel qui veut absolument se venger des exactions de Sauron il y a déjà plus de 1000 ans, je pense, quand l'histoire commence, et qui décide d'aller le chasser un petit peu partout. Et qui, elle, par contre, entreprend des actions qui sont pas nécessairement louables, bien qu'elle est censée incarner le chevalier blanc. Donc il y a réellement cette idée de 2 personnages, même si Sauron, on le voit pas, et je ferai pas de spoiler, mais on le voit pas nécessairement dans l'histoire,
tu comprends à un moment donné où est Sauron, mais ça je te laisserai regarder la série si tu es intéressé, pas de spoiler. Donc on a ces deux personnages qui sont ambivalents, où personne n'est réellement blanc, où personne n'est réellement noir. Donc et beaucoup de gens n'avaient pas aimé à cause de ça, mais finalement un des vrais méchants de cette histoire-là, c'est Galadriel. Et Galadriel est méchante quelque part dans le sens, je te dirais, presque mythologique, tu sais, au niveau de la grecque antique, ou au niveau, si tu veux, des super-héros qui reprennent ça un petit peu, c'est toujours le méchant, le gentil, pas de gris. Et elle devient un petit peu méchante de par ses exactions, de par les actions qu'elle entreprend. C'est comme ça qu'elle devient, elle devient complètement aveuglée par sa vengeance, et à cause de ça, ça engendre toute une suite d'événements qui vont mener notamment à la création du Mordor, etc. Évidemment, elle n'est pas la seule responsable, mais elle est une des responsables. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette mythologie-là, si tu veux, c'est cette dynamique-là que tu vas avoir dans la narration. Et un Sauron qui finalement était perdu, ne savait pas trop où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il allait faire, c'était quoi ses buts et ses objectifs, qui vont être réveillés à nouveau par la motivation de Galadriel à le retrouver. Et qui du coup, lui, tel un junkie du pouvoir, hein, c'est un petit peu ça, va être mis, je te ferai pas encore une fois de spoiler, mais il va être mis en face d'un élément auquel il croyait ne pas avoir accès, et qui va lui permettre de notamment forger les anneaux, hein, par exemple, et d'avoir un pouvoir incommensurable. Et là, c'est plus fort que lui, il est obligé à ce moment-là d'aller sur ce chemin-là. C'est là où l'histoire est bien construite, et c'est là où nous, on a réellement aimé. Et ma conjointe m'a dit qu'en plus, c'était très respecté au niveau des mythologies. Évidemment, il y a des choses qui ont été créées de toutes pièces, mais les choses qui ont été créées de toutes pièces fonctionnent bien avec la mythologie qui suit, qu'on connaît, du Seigneur des Anneaux. Et il y a des éléments, si tu veux, qui ont été repris, qu'on ne connaissait pas nécessairement dans les livres, et qui ont été un petit peu plus explicités, mais de manière très logique. Encore une fois, le Tolkien Estate avait réellement, il avait trouvé ça réellement important, qu'il fallait absolument qu'il respecte à 100% le deuxième âge et l'ambiance, si tu veux, qu'il pouvait y avoir dans ce que Tolkien avait écrit jusque-là, et ça a été respecté. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire, si tu veux, que tu as en arrière. En arrière-tente, tu vas avoir une histoire avec les nains, et le mithril notamment. Tu vas avoir une histoire avec des hobbits aussi, qui est très intéressante. Beaucoup de gens n'avaient pas aimé les hobbits en disant que ce ne sont pas ceux qu'on voit dans les films, ce ne sont pas ceux qu'on voit dans les livres, mais comme a expliqué ma conjointe, ces hobbits-là existent, il y a plusieurs sortes de hobbits qui sont décrits, et cela existe dans les livres, et on va s'attarder à ces hobbits-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qu'on n'avait pas vu dans les autres films. Et c'est un intérêt qui est du coup très évocateur, si tu veux, pour le spectateur. On voit à la fois quelque chose où on est familier, mais en même temps, c'est nouveau, et ça apporte de la fraîcheur. Donc c'était quand même très bien fait, et ça explique pourquoi j'ai aimé l'histoire, je te dirai en arrière de ça. Alors globalement, du coup, je te dirais que la série est quand même pas mal de qualité. C'est vraiment de la très bonne qualité, c'est très bien écrit. Il n'y a pas de longueur. Tout fonctionne bien. Tous les éléments, si tu veux, scénaristiques vont pouvoir s'enchevêtrer de la meilleure manière possible au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure qu'elle est construite. Donc ça fonctionne très très bien. Au niveau du visuel, ce qui est très intéressant, c'est que tu as une continuité qui s'est établie entre les deux premières trilogies, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. On parle au niveau visuel et technique, parce que Amazon a vraiment en fait insisté pour réembaucher toute l'équipe technique qui avait travaillé sur ces films-là. Donc les gars qui travaillent sur les prosthétiques, sur les effets spéciaux, c'est tous les mêmes gars. Du coup, on a réellement, si tu veux, le même visuel que tu peux avoir dans les films, ou très très proche du même visuel. Hein. On a les mêmes prosthétiques, par exemple, pour les orques, etc. Tu sais, au niveau des masques. D'ailleurs, ils disaient que les masques étaient beaucoup moins épais. Ils avaient réussi à faire des masques moins épais pour les acteurs, ce qui était beaucoup plus facile pour eux, du coup, de manœuvrer, de bouger. C'était beaucoup plus simple pour l'acting, de pouvoir juste faire ton job comme il faut en tant qu'acteur. Donc on a vraiment, si tu veux, cette idée-là qui continue et qui est très intéressante, parce qu'on a une continuité visuelle réelle
entre les films et la série. On a l'impression, nécessairement, d'être dans le même univers. Au niveau des effets spéciaux, ils ont essayé de les limiter pour avoir de plus d'effets pratiques possibles, parce que les effets pratiques se dégradent beaucoup moins vite quand ils sont bien faits, par exemple, vis-à-vis des effets spéciaux qui vont avoir plutôt tendance à mal vieillir au fur et à mesure des films. Si tu prends d'ailleurs la première trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est encore très regardable grâce à ça, parce qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, tu comprends? Donc, ça, c'est quand même un très bon point aussi si on parle au niveau technique. Maintenant, on va rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé en fait en arrière pour cette série-là. Alors cette série-là, c'est la série télévisée qui a coûté le plus cher de toute l'histoire du cinéma. Elle a coûté 1 milliard au total à produire. Pourquoi? D'abord, il y a 250 millions qui sont partis au Tolkien Estate pour l'achat des droits. Donc Amazon Prime et plus particulièrement Jeff Bezos, qui est un fan absolu des livres, a décidé de racheter les droits afin de pouvoir en fait adapter ce qu'il voulait ou en tout cas ce que les créateurs avaient en tête. Donc ils n'ont pas acheté tous les droits au total. Ils ont acheté les droits de certains livres, ils n'ont pas les droits de tout, mais ils ont les droits de certains livres et du coup ils peuvent jouer par exemple sur le deuxième âge, comme j'ai dit, en gardant le contexte, mais en inventant dans ce contexte-là ce qu'ils veulent. Okay, Simon Tolkien, d'ailleurs, qui est le petit-fils de l'estate Tolkien, lui est incorporé dans tout le procédé créatif. Donc à partir du moment où il y a un nouvel élément narratif ou un nouveau personnage qui va être inclus dans la narration, lui est obligé de donner son aval, ils ne peuvent pas le faire autrement pour être sûr et certain que cela corresponde à l'univers de Tolkien. Donc on a réellement, si tu veux, une série qui coûte quand même relativement cher. Je te le rappelle, 250 millions, ça c'est l'achat des droits d'auteur pour quand même une assez longue période, et 1 milliard pour la production, ce qui est énorme, mais ça comprend les 250 millions en question. Alors pour l'achat des droits, ça a été relativement compliqué parce qu'il y a eu 2 clauses à ces droits-là qui sont hyper importants à respecter de la part d'Amazon Prime, ok, d'Amazon, en tout cas c'est Amazon Prime Video, d'Amazon. Le premier, c'est de toujours, mais comme je l'ai dit, Simon Tolkien est là, de respecter tout le temps l'univers de Tolkien, même s'il y a de la créativité à l'intérieur, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une interdiction absolue pour que Peter Jackson soit présent sur les lieux du tournage ou dans la créativité même du processus cinématographique. Ça, c'est une condition sine qua non, sinon le contrat va être cassé. Et à la base, Amazon avait demandé à Peter Jackson, avant d'avoir négocié les termes du contrat avec Tolkien Estate, de pouvoir venir afin de donner son expertise cinématographique, vu qu'il avait fait les 2 premières trilogies. Et ben finalement, non, ça tombe à l'eau. C'est pour ça qu'ils ont récupéré, d'ailleurs, parce qu'ils étaient ils avaient déjà engagé des pourparlers avec Peter Jackson à ce niveau-là. Ils pensaient même que lui allait réaliser un des épisodes. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé l'équipe de Peter Jackson, si tu veux, qui est déjà sur les lieux du tournage et qui participe du coup au tournage, mais pas Peter Jackson lui-même. Il y a une raison à ça, en fait, tout en arrière de cette histoire-là, c'est que c'est la Warner Bros, il me semble, de mémoire, et New Line Cinema, qui sont les 2 grosses maisons de production qui sont en arrière des 2 trilogies, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Pour Le Hobbit, Peter Jackson, à la base, quand il avait commencé la production, partait sur un seul film. Donc, il avait écrit un film, il avait commencé la production, tout se passait très bien, c'était pas censé être une trilogie. Et pendant la production, alors que la production même du premier Hobbit avait commencé, qui, je te le rappelle, était censé être un seul film, les 2 boîtes de production ont demandé dans le contrat à ce que ce soit changé en une trilogie. Il y a une bataille qui s'est établie entre les maisons de production et Peter Jackson qui voulait absolument pas que ce soit une trilogie parce qu'il était absolument pas préparé. Finalement, les maisons de production, pour faire court, ont eu gain de cause. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Donc Peter Jackson s'est retrouvé, si tu veux, dans l'obligation de faire une trilogie avec un scénario pour un seul film. Donc lui et sa femme qui travaille comme scénariste sur ces trilogies-là, on développe, lui, c'est Franz, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, et une autre personne avec qui elle travaille tout le temps, se sont mis à développer 2 autres films du coup dans l'urgence, et c'est comme ça que dans le Hobbit, tu as des personnages qui n'existent absolument pas dans l'univers de Tolkien et qui ont été inventés comme ça sur le tas, qui sortent d'on ne sait pas où, et ça fait une histoire plus ou moins cohérente sur la continuité des 3 films.
D'accord? L'esthète Tolkien a été furieux de voir ça. Ils ont estimé pour le Hobbit, pas pour le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ils ont été contents, mais pour le Hobbit, ils ont estimé que toute la mythologie de Tolkien avait été bafouée à l'intérieur de ça, et évidemment, toute la faute a été reportée sur les épaules de Peter Jackson, parce qu'en plus, les films n'ont pas été aussi de grands succès, autant de grands succès que la première trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma. Ils ont beaucoup moins marché. Un petit peu à l'image d'ailleurs d'Avatar 2 qui, une petite parenthèse, était censé marcher mieux, qui marche fort, mais il est censé marcher mieux que ça, vu qu'il a coûté excessivement cher. C'est la même chose si tu veux pour la trilogie du Hobbit. Donc, malheureusement, c'est souvent comme ça à Hollywood. On va avoir, je vais donner un exemple très pratico-pratique qui se passe tout le temps à Hollywood. Il va y avoir un scénariste qui va faire un scénario absolument formidable pour un film. Là, les producteurs vont arriver, vont mettre leur petit grain de sel. Il faut que tu changes ceci pour cela, il faut que tu changes ça pour ceci. C'est souvent en plus des idées clichés. Le scénariste est dans l'obligation de les changer. Donc finalement, le scénariste lâche même réalisateur, hein, souvent, hein, le réalisateur est dedans. Finalement, le film sort, le film est très moyen, il n'a absolument pas le succès escompté et les producteurs vont dire que le réalisateur et le scénariste ont fait un très mauvais travail. Donc c'est ça qui est arrivé, si tu veux, à Peter Jackson. Toute la faute lui est retombée un petit peu sur les épaules, même si c'était pas nécessairement sa faute à 100%, bien que c'est quand même lui qui a créé les idées en arrière, mais un petit peu dans l'urgence, hein, je te dirais. Du coup, bah, l'estate, si tu veux, Tolkien, ne va absolument plus rien avoir à faire avec Monsieur Peter Jackson. Donc, il est entièrement sorti du processus au niveau de cette série-là. Je pense pas qu'il pourra réaliser quoi que ce soit en rapport avec le Seigneur des Anneaux, vu que l'estate Tolkien s'oppose complètement à ça. Alors, Jeff Bezos a signé un accord avec l'estate Tolkien pour 5 saisons. Donc il y a 5 saisons qui vont être développées. 250 millions, c'est quand même pas une petite somme. Donc il voulait absolument rentabiliser, si tu veux, son argent. Et la saison 2, le tournage a commencé directement à la suite de la fin du tournage de la saison 1. Ils ont eu, je pense, 1 mois de vacances et après ça, on est tout de suite reparti. Donc ça veut dire que la saison 1 était même pas encore terminée de monter, que la saison 2 était déjà tournée en partie, à peu près à 25%, je pense. Ensuite, la saison 1 a fini par être montée, etc. Il y a des effets spéciaux, ça a ajouté. Elle est sortie sur Amazon Prime une fois par semaine, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et quand elle a été terminée d'être diffusée, la saison 2 était quasiment finie d'être tournée. Il leur restait, je pense, un petit 15% à tourner, là je parle en pourcentage, au Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup de monde dans les critiques qui n'étaient pas réellement contents avec cette série-là, parce qu'ils disent que ça correspond pas à l'univers du Seigneur des Anneaux tel qu'on l'a vu dans les films, que ça correspond pas à certains livres, ce qui n'est pas nécessairement vrai d'ailleurs, et qu'il y a une Galadriel qui correspondrait pas à ce qu'elle aurait été, comment elle a été, si tu veux, montrée dans les films, ce qui ne correspond pas nécessairement à la manière dont elle est dans les livres. Donc il y a tout un rejet qui a été fait globalement par les gens au niveau de cette série-là. Et les gens ont dit et ont affirmé, tu sais comment ils sont un peu les fans, ils veulent absolument qu'il y ait des gros changements pour la saison 2. Mais ça va être bien compliqué parce que la saison 2 est déjà terminée d'être tournée. Donc, même s'ils ne sont pas d'accord avec la mythologie, je pense et j'espère qu'on va continuer avec la même trame narrative qu'on avait dans la saison 1, parce que j'ai vraiment aimé ça. Donc moi, je m'attends à une suite. Ça termine ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, Ring of Power, que je te conseille d'aller voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le Seigneur des Anneaux Ring of Power sur Amazon Prime Video que je te conseille de regarder. J'ai vraiment bien apprécié, surtout si tu aimes l'univers Seigneur des Anneaux et si tu as aimé la première trilogie, tu risques de ne pas être déçu. Si tu as lu les livres, alors il y a beaucoup de créativité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est exercée sur des personnages dont on ne savait pas réellement comment ils étaient... comment c'était établi dans les livres nécessairement, parce que c'était à peine cité, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et pas explicité. Mais ça correspond à l'univers Tolkien. Ne t'inquiète pas, l'esthète Tolkien est en arrière de ça, et regarde de près qu'est-ce qui se passe. Ils veulent absolument pas avoir les mêmes erreurs qu'avec le Hobbit. Donc on est réellement proche de la créativité de Tolkien selon eux. Ma foi, c'est eux qui ont les droits, hein, donc j'imagine que eux le savent mieux que quiconque, hein, quelque part. Donc, et il faut noter aussi que Simon Tolkien, le petit-fils, est quand même un novelliste, hein, donc c'est quelqu'un qui écrit encore. Donc, d'après moi, ça devrait correspondre. J'ai beaucoup aimé réellement la première saison et je te la conseille. Je pense que si tu as aimé les 3 premiers films, tu risques d'aimer ça aussi.
d'après moi, surtout si tu t'attaches au procédé scénaristique, visuel aussi, mais scénaristique. J'aime ça, l'histoire d'une Galadriel qui n'est pas nécessairement entièrement sympathique et que parce qu'elle prend des mauvaises décisions, qu'elle pense juste d'ailleurs, et ben il y a toute une suite d'événements qui en découlent quelque part. C'est à cause d'elle qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment très intéressant. Moi j'aime ça quand c'est écrit d'une manière un peu plus profonde et moins cliché, ça vient me chercher. Donc là-dessus, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Plus il y a de pouces bleus, plus je vais monter dans l'algorithme sur YouTube. Tu sais comment ça marche. Tu fais comme tu veux, bien sûr, c'est toi qui décides. Mais ça va me permettre d'augmenter un petit peu ma visibilité et peut-être de faire davantage de vidéos. Je manque de temps, ça c'est clair, tu le sais. Ma chaîne cinéma prend toujours un coup à ce niveau-là. Mais j'essaye d'être présent, j'essaie d'être là. Et je persiste. Et je continue. Et je signe. Ne pas oublier de t'abonner. Plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, ça va me faire monter dans l'algorithme aussi. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, bye.